Eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur ce talk qui va parler de SirRealDB, une base de données qui fait rêver les devs. La promesse est quand même assez importante. Alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Samuel Morel. Je suis solution architecte chez Soprasteria depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Et ce qui me passionne au quotidien, spoiler alert, l'architecture. Mais j'aime aussi beaucoup le cloud, la sécurité et je reste avant tout un dev full stack. Donc, comment ça a commencé cette histoire? Comment je me suis intéressé à SirReal? En fait, c'est parti d'une chaîne YouTube qui s'appelle fireship.io et ils font des petites vidéos, notamment un format 100 secondes. Donc, il y a eu un format 100 secondes sur SirReal et franchement, c'était impressionnant. C'était vraiment une promesse incroyable. Une tonne de features, une liste au Père Noël, dingo. Donc, je me suis dit, faut que je regarde quoi. Faut que j'aille voir ce que c'est cette histoire. Donc, parmi les killing features que j'ai identifiées, il y a le fait que ce soit une base de données multiparadigme. Ça veut dire qu'on peut faire à la fois du relationnel, du non relationnel en faisant du document, du clé-valeur et même du graphe. Même du graphe. Tout en respectant les propriétés acides, avec une API REST on top qui permet d'interroger nos données directement en API. On peut embarquer une instance de SirRealDB dans notre SDK, donc dans notre appli, pour faire tourner in-memory, pour faire comme un cache. Il y a une notion de machine learning qui est sortie assez récemment et je ne vais pas vous cacher que j'ai pas du tout regardé. Mais ça doit être super. Ça doit être probablement super, comme tout ce qui est autour de l'IA de toute façon. Ensuite, ils ont défini leur propre langage qui s'appelle SirRealQL. Ils n'ont pas été très créatifs. Ça ressemble à du SQL, mais ils font plus de choses. Et notamment, les choses qu'ils font et qui sont intéressantes, il y a la notion de fonction qui peut être fait en JavaScript ou en WebAssembly. Pourquoi pas? En tout cas, c'est sûrement plus sympa que du PLSQL. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas trop de risques. Il y a une fonctionnalité que j'ai mis en italique parce ça fait un moment qu'ils la teasent, c'est la notion de replay qui permet d'avoir une trace de tous les changements qui ont été faits dans nos tables. Du coup, j'ai pas pu le tester parce que c'est sur une version alpha qui est pas stable du tout. Donc je l'ai pas testé encore. Il y a une notion de time series par défaut aussi qui permet de traiter les données time series. Je vous l'avais pas dit aussi dans le multiparadigme, mais on stocke du time series. Et on est cloud ready puisqu'il y a déjà des deployments qui sont faits sur les cloud providers publics ou même après qui peuvent être faits chez vous directement en Ansible ou en ce que vous voulez. Et bien sûr, eux, ils ont pour objectif de créer leur propre cloud pour provider une solution complètement SaaS. Donc là, vous voyez qu'on a affaire à une belle licorne rose. Et ben, je pense qu'il va falloir qu'on aille voir un peu plus en détail comment ça marche cet engin. La première chose à savoir, c'est comment on s'y connecte. Donc on a une API REST, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une CLI aussi qui est fournie par SirReal. Et on a tout un tas de SDK avec tous les langages que je ne vais pas citer, mais il y en a quand même pas mal. Et aussi, on a une façon de communiquer en WebSocket, soit en envoyant directement nos requêtes sur RailQL via les messages, soit en faisant du RPC, donc du Remote Procedure Call. Et par contre, chose impressionnante, il n'y a pas d'UI. Par défaut, il n'y a pas d'UI. C'est bizarre quand même. Après, il n'y en a pas officiellement. Il y a un projet qui est sorti et qui a l'air de quand même bien prendre le dessus et faire l'unanimité, qui s'appelle Surrealist, et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans la démo. Comment ça marche pour scaler une base de données sur RailDB? Et pourquoi ça peut scaler? Déjà, on peut le déployer de plusieurs façons. On peut le déployer sur un nœud unique, donc en single node, et en fonction de quel déploiement on fait, on va avoir plusieurs moteurs de base en dessous, puisque SirReal, c'est juste une surcouche sur un KVS, un Key Value Store. Donc ce qu'on a comme engine, on va avoir du RocksDB et du SpeedDB quand on fait du single node. Si on décide de faire tourner notre SirReal directement dans le navigateur, on peut se baser sur IndexDB. Et quand on veut faire un truc vraiment costaud, vraiment propre, on va faire du cluster avec du TIKV ou du Foundation DB, pardon, et ils sont en train de développer de leur côté leur propre Key Value Store. Et pourquoi ça scale? Parce qu'ils ont respecté un paradigme qui est plutôt intelligent, c'est de séparer la partie stockage de la partie compute. Donc ça veut dire que peu importe la quantité de données que vous aurez, vous pouvez avoir toujours des performances qui sont très bonnes. D'un point de vue sécurité, je vous l'ai dit, j'aime bien la sécurité, donc il fallait que je mette un slide sur la sécurité. On a une notion qui est très intéressante, c'est la notion de scope, qui permet de faire du fine grain access et qui permet d'aller potentiellement donner l'accès à un champ particulier d'un record. Donc on va très loin, peut-être même souvent trop loin quand on en est là. Ensuite, il y a une notion de airbag avec trois rôles très simples, owner, editor, viewer.
Là-dessus, ils ne sont pas trop pris la tête, mais ça fait le job. On peut faire de l'OAuth, puisqu'il est capable, une fois qu'on lui donne les bonnes clés, de vérifier les tokens JWT et de nous permettre de filtrer sur les différents claims. Et on a une notion de feature toggle qui permet d'activer, désactiver des fonctionnalités directement au niveau de notre instance. Donc ça, c'est quand même vachement bien, parce que vous verrez tout à l'heure, il y a des fonctionnalités qui feraient un peu flipper en prod. Sur la droite, je vous ai mis comment sont organisés les objets dans ce RailDB. Donc le top level, ça va être notre key value store, dans lequel on va retrouver les namespaces, dans lequel on retrouve des bases, des tables, des records, des fields, et on retrouve nos scopes qui sont en transverse. Bon ben voilà, vous étiez venu voir un tool in action, ça va être le moment de faire de l'action. Donc, pour faire de l'action, la première chose à faire, c'est démarrer un terminal qui est parti se planquer. Tac. Donc on va démarrer notre base de données Surreal in memory. Les choses importantes à noter, c'est qu'on définit notre utilisateur top level. Donc nous, on va l'appeler God. On lui met un mot de passe hyper sécurisé que personne ne pourra deviner, parce que c'est marqué d'ailleurs. On active des fonctionnalités, donc ça c'est toute la notion de feature toggle. Donc ce qu'on active ici, par exemple, c'est le fait de devoir s'authentifier. Par défaut, si on n'active pas cette feature-là, tout le monde peut y accéder en anonyme. Ensuite, on active ici le fait de pouvoir faire du scripting, donc d'avoir des fonctions custom dans l'outil. Et avec ce paramètre-là, même s'il s'appelle hello-net, en fait, comme je lui donne rien, je lui dis juste qu'il a le droit de sortir sur aucun network. Vous verrez tout à l'heure, ça a quand même une importance plutôt pas mal. Donc, on va pouvoir passer à notre fameuse IHM surréaliste. Donc, on y est. Je sais déjà, dès maintenant, que j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Donc, je vais surveiller le chrono. Il y a un moment où je couperai, tant pis, désolé. Pour se connecter, donc, on va avoir notre endpoint, nos types d'authentification. Donc, soit on fait root, namespace, database, scope ou anonyme, en fonction de comment on veut s'authentifier. Là, on va s'authentifier avec notre user principal. Donc, on va rester en root authentication et on a besoin de spécifier toujours un namespace et une database. Donc, quand je sauve ça, il s'est connecté, très bien, il fait tout seul, il est trop fort. Première chose à faire quand on a un utilisateur super admin et tout, c'est de ne pas l'utiliser. Donc on va commencer par créer un autre utilisateur qui sera moi sur la base de données, enfin sur la base de données, pardon, sur la database, et on lui donne un rôle owner et un mot de passe hyper sécurisé aussi. Une fois que j'ai créé mon utilisateur, je peux utiliser 3 petites commandes qui sont mises à dispo directement via sur SurRailQL, qui permettent d'aller interroger tous les objets des différents niveaux. Donc le info for KV, ça me permet de remonter les informations de mon key value. Donc là-dedans, je vois que j'ai un namespace qui a été créé tout seul. Je lui ai juste dit en me connectant que je faisais test, donc il m'a créé mon objet test. Je vais avoir l'utilisateur qui m'a créé pareil via ma CLI. Donc il me dit, il a exécuté en gros la commande define user sur root. Il a le hash de mon password et je suis en rôle owner. Ensuite, si je descends au niveau de namespace, je vois qu'il m'a créé une database et c'est à peu près tout. Derrière, je vois qu'il y a plein d'autres champs, mais bon, on y reviendra plus tard. Et ensuite, au niveau de ma base de données, j'ai encore plus de types de champs différents. C'est tous les différents objets que je peux créer dans ma base de données. Et ce que je vois, c'est qu'il m'a créé mon user Samuel ici, avec ce que je lui avais dit, en gros le nom sur la database et le hash du password que je lui ai donné. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir changer d'utilisateur et arrêter d'utiliser mon super user pour vous montrer d'autres queries. Donc j'ai décidé d'utiliser un data model assez simple et commun, c'est les speakers, les talks, les conférences. Je pense qu'on est à peu près dans le thème. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est créer des records. Pour créer un record, on utilise le mot-clé create. Voilà. Chaque record est identifié par 2 attributs. La première partie, c'est la table, et la seconde, c'est le record ID. Donc là, quand je vais chercher un record en particulier, je peux utiliser son ID directement comme ça. Si je lui spécifie rien ici, il va me créer une valeur aléatoire, et potentiellement là-dedans, je peux mettre à peu près ce que je veux. Je peux mettre des objets, je peux mettre des tableaux, je peux faire plein de trucs. Ensuite, les champs, set, voilà, field, field name, field value, rien de très spécial. Par défaut, quand on fait du surreal, on est en schemaless. Donc on n'a aucune contrainte sur ce qu'on met dans les champs. Par exemple, ici dans le champ âge, j'ai mis mon âge pour... Oh là, j'ai fait une bêtise. Pour monsieur Thomas Jouve, qui est un collègue,
on a mis vrai, un booléen, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il est âgé quand même. Pour monsieur Mathieu Vincent, on peut mettre, pourquoi pas un string, voilà, avec un petit emoji, parce que c'est un fan d'emoji. Et pour monsieur Yann Gloriot, carrément Nan. Il doit pas être tout jeune celui-là. Ensuite, sur la partie, on va créer des conférences. Donc on continue à faire nos petites créations, pas de souci, je crée mon record, rien de spécial de ce côté-là. Ensuite, on va commencer à avoir de nouveaux data types. Par exemple, on a la partie duration qui permet de dire directement, ça c'est 2 jours. Cette notation, elle est prise par défaut dans Surreal. On a aussi la possibilité de stocker des points, donc des géopoints. Ici, là, par exemple, c'est un point GPS, donc latitude-longitude. Et du coup, ça permet de faire des trucs rigolos. Après, je vous montrerai un petit peu. Tac. Ensuite, on va aller, maintenant qu'on a créé nos speakers et nos conférences, on va créer des talks. Allons-y, créons des talks. Là, déjà, il y a un petit truc qui va vous paraître un peu bizarre. C'est que je ne fais plus un set, je fais un content. Et là, je peux lui balancer du JSON directement. Il le comprend, il le prend directement, il le stocke comme ça. Comme c'est du clé-valeur en dessous, ça ne le gêne pas. Il va juste mettre dans ma clé talk2.surreal et dans ma valeur, il va me mettre mon JSON. Et comme c'est du JSON, ou même si je ne faisais pas de JSON, j'ai la possibilité de stocker des arrays. Donc là, par exemple, je vais stocker une liste de tags. Je vais stocker une liste de speakers qui contient des record links. Donc là, quand je fais ça, je lui dis, en gros, une FK, une foreign key, vers un autre record. Je peux même lui mettre des tableaux d'objets. En l'occurrence, quand on commence à faire ça, si on fait du relationnel, ça va vite devenir compliqué. Par contre, quand on fait du document, c'est très, très souvent qu'on fait des modèles comme ça. Donc voilà, mes différents talks que j'ai créés sur mes différents speakers et mes différentes conférences. Et on va aller voir une fonctionnalité qui est déjà assez intéressante, c'est qu'on a la possibilité de ne plus rien voir déjà. On a la possibilité de faire une recherche floue, juste avec le petit tilde. Je ne sais pas si c'est bien visible à l'écran, ça n'a pas l'air top le color scheme, mais bon. Donc là, par exemple, on va rechercher dans le titre Surreal, mais noté à peu près n'importe comment. Et il me retrouve bien quand même mon talk qui s'appelle SurrealDB. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Ça évite d'aller installer des plugins ou de faire des pourcents, machin truc, lower, upper. Il sait le faire par défaut. On a la possibilité, vous voyez ici, j'ai créé mon champ speaker. Donc c'est un tableau qui à l'intérieur a un record link. J'ai la possibilité d'aller chercher des champs dans ce record enfant directement en faisant une dot notation. Donc le champ, point, la valeur. Même si c'est un tableau et à l'intérieur, il va aller me chercher les champs. Donc là, par exemple, je vais demander de me remonter le prénom et le nom de chaque speaker. Donc dans speaker, il va me remonter first name, les first name, last name, les last name. Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est bien pratique ça. Pour autant, on n'a peut-être pas envie de s'embêter à aller spécifier chaque champ qu'on veut remonter quand on va chercher un record d'enfant. Donc ils ont mis en place une fonctionnalité qui s'appelle fetch, c'est un mot-clé qui s'appelle fetch, et qui permet d'aller chercher l'objet enfant. Donc là, par exemple, je lui dis accède directement à ce record, parce que je lui dis from avec le record ID directement, donc il ne va pas aller chercher dans toute la table, il va chercher juste le record qui m'intéresse. Et une fois que je lui ai dit ça, je lui dis, dans le premier cas, rien de spécial, donc il me remonte juste le speaker, le record ID. Et dans l'autre cas, je lui ai dit fetch speakers, donc il va me remonter mon objet enfant. Donc c'est quand même vachement pratique de pouvoir augmenter et d'aller chercher nos records enfants. Tout à l'heure, je vous ai montré un record link. On a la possibilité, par exemple, dans notre cas, on voudrait inverser, ou en tout cas faire la relation inverse entre le talk qui a un speaker et on voudrait que les speakers aient aussi les talks. Donc dans ce cas-là, on a la possibilité de faire un update assez classique et de référencer le record courant avec le mot-clé parent. Et autre chose qui est aussi pas mal intéressant, c'est que quand on filtre nos records, on peut directement aller filtrer dans nos brackets en mettant une condition. Donc par exemple ici, il va me chercher les speakers uniquement qui correspondent à mon speaker actuel. Autre petite subtilité, par défaut, il remonte toujours des objets. Donc si je n'avais pas mis ce mot-clé value, il m'aurait remonté un objet qui a pour clé ID et dans la valeur de l'ID. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le mot-clé value, comme ça il me remonte directement la valeur et je n'ai pas besoin d'aller mettre un objet alors que j'ai besoin que d'une valeur.
Donc là, ce que je vois, c'est qu'il m'a bien remonté mon champ talk qu'il a ajouté, et dedans, il a mis les différents talks qui correspondent. On peut faire de la même façon qu'on le fait sur des champs, on peut définir qu'est-ce qu'on va aller fetcher. Par exemple, dans cet exemple, là, je vais lui dire de me fetcher tous les talks. Donc il me remonte bien tous les talks. Je vois mes 2 talks avec tous les runs, tous les machins. Là, je lui dis de me fetcher uniquement le premier talk. Donc si je regarde cette query-là, je vais voir que mon premier talk, il est bien étendu, il est bien allé me chercher tous les champs. Par contre, le deuxième, ça reste mon record ID. Et inversement, je peux faire aussi des recherches. Donc là, par exemple, je vais lui dire ne me remonte les champs que du talk qui s'appelle SirReal. Donc là, je vais voir que j'ai mon premier talk qui est juste Quarkus, et le deuxième, je vais bien remonter tous mes champs. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de faire du graphe. On y est. Et faire du graphe, c'est jamais très rigolo. Pour cet exemple, j'ai voulu faire un peu de volume. Donc toute cette partie-là ne va pas forcément vous intéresser. On va se concentrer sur la partie en bas, la partie le mot-clé relate, qui permet de faire des liens entre différents records. Et donc là, par exemple, on fait un lien entre un spectateur et un talk. Et le nom de ce lien, ça va être subscribes. Donc dessus, je peux mettre des valeurs potentiellement. Ça va me faire une sorte de clé d'association entre les différents records. Je peux les faire. Non, c'est tout. Je ne vais pas en dire plus. Donc là, ce que je vois, c'est que même s'il m'a fait pas mal de choses, il m'a mis 637 millisecondes pour insérer 4500 records. Donc c'est plutôt pas dégueu, même si, disclaimer alerte, là je suis en local, hein. Je suis en full local, donc forcément ça marche plutôt pas mal. Ensuite, comment on va aller interroger ces nœuds, ces queries, ces relations? En fait, ce qui nous crée derrière, c'est juste des records. Donc je vois qu'il m'a créé un record, donc de la même façon j'ai un ID, toujours pareil, avec ma table qui correspond à mon association. Et il y a 2 propriétés qu'il gère lui-même, qui sont in et out, tout simplement. Et en dessous, je vais avoir les propriétés que j'ai setées sur ma relation. Donc jusque-là, rien de spécial. Là où ça devient intéressant, c'est avec cette notation. En utilisant la flèche, comme ça, je peux lui dire, par exemple, toutes les relations entrantes vers mon objet talk de .SirReal. Et là, il est capable de me le ressortir. Alors comme j'ai voulu faire le mariole et que j'en ai mis beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On va pas aller au bout. Et je peux faire la même chose pour les relations sortantes. Là aussi, on faisait une table d'association SQL, ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait qu'on aille chercher toutes les tables d'association qui référencent mon champ qui correspond à ça. Ce serait le bordel. Par défaut, on est en schema-less, mais on a la possibilité de faire du schema full. Donc quand on fait du schema full, j'ai juste besoin de lui dire, je définis ma table étant schema full, je définis mes champs, donc define field, je lui donne un nom, je lui dis sur quelle table ça porte, un type, et je peux lui appliquer des transformations. Par exemple, là, ce que je lui dis, c'est que sur mon prénom, je veux qu'il m'applique une transformation lowercase. Sur mon nom, je veux qu'il fasse du uppercase. Bon, pourquoi pas, après tout. Et sur mon champ âge, je veux qu'il vérifie que la valeur soit supérieure à 18. Je veux que des majeurs. Et je peux aussi lui définir qu'un champ sera optionnel, et donc on ne sera pas obligé de le setter. Donc quand je fais ça, il me répond nul. Ça, c'est un truc qui est justement bien nul. Je ne sais pas pourquoi il laisse ça. Et maintenant, on va aller tester ça. Donc, on va essayer de créer différents records. Donc, le premier qu'on essaye de faire, on crée un record avec âge 15. Donc là, je me fais jeter parce qu'il me dit tu ne respectes pas ton assertion. Très bien, ça fonctionne. Le deuxième, je lui mets un âge de 25. Donc là, pas de souci, il me crée mon record. Et là, si vous regardez bien, j'ai mis un champ mail que je n'ai pas défini dans mon schéma. Et du coup, il s'en fout, il ne le prend pas, quoi. Il me dit rien, il me dit juste je m'en fous. Et autre point important, c'est que derrière, je vous ai fait un select from attendee. Il me remonte bien le record qu'il vient de créer, donc qui correspond à mon schéma. Tous les autres records, il ne les a pas touchés, ça ne l'a pas gêné, hein. Donc ça veut dire que potentiellement, si je n'ai pas fait schema full depuis le début, je vais me retrouver avec des super incohérences qui vont bien venir m'embêter derrière. Donc ça, il faut faire attention. Sur la notion de time series, accrochez-vous parce que celui-là, il pique un peu. Je ne sais pas si je vais réussir à vous l'afficher proprement. Ben, bien sûr que non. Ça non plus, j'ai vu que tout à l'heure ça faisait un truc magique. Non, bon, tant pis.
Donc de la même façon, j'ai voulu faire un petit peu de volume. Donc en gros, j'ai créé un record par minute sur 24 heures. Donc comment on fait ça? En fait, on a deux façons de faire du time series. Soit on utilise en record ID un objet avec la clé qui correspond en gros à notre bucket et la date qui sera notre timestamp. Soit on utilise une array directement. Donc je vais avoir une array de différents champs qui seront mes différentes dimensions. Et je peux lui dire directement, ben voilà, on va m'envoyer un truc sur Clermont avec la date, et après sur Paris avec la date. Donc là, tout a bien fonctionné, rien de spécial de plus. J'ai bien inséré mes 4 fois 1400. Et maintenant, comment on va query ces time series? Eh ben, on a plusieurs façons. En fonction du choix qu'on a fait d'implémentation de nos time series, on aura soit la possibilité d'aller query directement via le champ ID. Donc en faisant comme ça, je remonte toutes les valeurs de météo pour Clermont-Ferrand entre 12h et 13h aujourd'hui. Soit je peux utiliser un record range. Donc je vais dire que ça va être dans mon arrêt qui commence par Clermont-Ferrand et la date midi. Et après, il y a cette notation avec double point qui permet de me dire va me chercher tout ce qui est dans ce range-là. Et ça sort exactement les mêmes résultats. On a la possibilité aussi de faire des champs qui sont futurs. Donc c'est des champs qui sont calculés uniquement quand on va query. On ne peut pas filtrer dessus dans la base de données, du coup, on est obligé d'aller query, de récupérer la valeur pour ensuite pouvoir faire quelque chose. Donc là, pour cet exemple, ça va juste être, on va chercher la taille de l'array talks. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà. Et il est revenu. On voit bien qu'il me remonte la taille de mon array directement dans mon champ. Par contre, si j'essaie de filtrer, ça ne marchera pas. On a la possibilité aussi de faire, pour setter un champ, une fonction. Donc là, on va pouvoir mettre un peu plus de logique. On aime bien mettre de la logique dans la base de données, ça paraît toujours être une bonne idée. Eh bien, on peut le faire. Donc là, je peux lui dire que, par exemple, dans mon champ attendees, j'aurai un objet, et cet objet il est calculé par une fonction qui va faire une query. Et cette query, elle fait des trucs. En gros, elle va chercher dans des tables, je ne vous en dis pas plus. Je vous ai dit que j'aimais bien la sécu, donc bien sûr, j'ai fait des queries paramétrées. J'ai pas mis du plus dégueulasse, quand même, faut pas rigoler. J'attends le résultat de la query que j'ai faite et je retourne un objet que j'ai créé comme ça avec deux propriétés, count et minrank. Et donc je vois bien qu'il m'a créé en gros à chaque fois le nombre de participants et la note moyenne. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des points, donc la notion de point qui était supportée. Et ben, par exemple, ça permet de calculer des distances. Alors c'est des distances à vol d'oiseau, hein, ça ne va pas utiliser tout le réseau de savoir je suis passé par l'autoroute, machin truc. Il va juste faire la distance de point à point. Et donc là, par exemple, entre la conférence Volcamp qui se passe à Clermont et le Devox, eh ben, on a 355,079 km. Je suis sûr que vous êtes super content de le savoir. Tac. On a la possibilité aussi, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les feature toggle, de faire des appels HTTP depuis la base de données. Encore une fois, une très bonne idée, une super bonne idée. Enfin, je vois pas où est le problème. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je récupère les coordonnées de chaque conférence et je vais appeler une API Open Weather Météo, parce que pourquoi pas? Et heureusement, je vous ai montré tout à l'heure que j'avais mis le HelloNet avec rien du tout derrière, donc ça a bloqué. Et il me dit bien, bah, tu n'as pas le droit, mon gars, d'aller taper sur API Open Météo. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que c'est le genre de fonctionnalité qu'on n'a pas forcément trop envie de rendre dispo. Je vois qu'il ne me reste pas très longtemps, alors je vais sauter cette partie Custom Function qui sont en gros des procédures stockées pour aller sur la partie Event qui est l'implémentation en SurReal des triggers. Donc je vais définir un event que j'ai appelé New Talk Event sur ma table Talk et je vais lui dire que quand l'événement c'est une création, eh ben, je vais créer un record dans une autre table qui me dit en gros à quelle heure il a été créé et quel était le talk concerné. Donc j'en profite pour faire deux choses à la fois. Je vais tester mon trigger et je vais tester une autre fonctionnalité qui s'appelle les live queries. Où en gros la live query c'est il ouvre une WebSocket et il m'envoie les résultats qui changent en live.
Donc là, je me mets dans mon petit IDE/surrealist. J'ai juste à mettre live devant ma query. Live select étoile from new talk event. Et c'est parti. Et après, quand je clique là, il ne se passe rien. Quand je clique là, il écoute. Donc il a ouvert sa WebSocket. Quelque chose de très pénible, c'est que quand j'ai ouvert ma live query, je ne peux pas retourner dans query pour faire mes queries. Il faut que je le fasse d'ailleurs. Ne me demandez pas, c'est tout jeune, c'est très récent encore. Donc on va utiliser l'API REST. C'est l'occasion de vous le montrer aussi quand même. Donc cette API REST, on a différents endpoints, notamment la partie, on a endpoint/SQL qui nous permet de balancer directement du SQL. Pour s'authentifier, là je m'authentifie avec mon compte classique Samuel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois lui donner toujours mon namespace, ma DB, et puis c'est parti, quoi. Donc je lui dis, je crée un talk, bam, il est content, 200 OK. Je vois bien qu'à la fin j'ai mon status OK avec le temps que ça a mis. Et quand je reviens ici, j'ai reçu un événement. Oh, ben ça a marché. C'est pas une surprise, je l'avais testé quand même avant. Ensuite, il y a une des notions qui est très importante dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la notion de scope. Puisqu'on ne va pas avoir des utilisateurs qui sont uniquement dans la base de données. Et potentiellement, j'aurais même plutôt envie de pas du tout en avoir, moi. J'aurais plutôt envie qu'ils aillent s'authentifier sur un IDP où ils veulent. Moi, je récupère le token et puis j'autorise en fonction de ce que je donne dans mes rôles. Ça me paraît déjà mieux. Donc, on a la possibilité de définir des scopes. Donc là, par exemple, mon scope, je l'ai appelé users. Je lui dis que ma session, ce sera 2 heures parce que je suis trop généreux, je suis comme ça. Lorsque je vais me register, je vais exécuter cette query. Donc cette query-là, ça va juste me créer un record dans la table user avec en ID le username qu'on m'aura transmis, en username, le username aussi, et en password, je vais juste faire du hashing sur mon password qu'on m'a donné. Et quand je me log, je vais faire une mise à jour de ce champ, de ce record user pour mettre à jour la last connection et aller vérifier que le mot de passe concorde bien. Donc en gros, si le mot de passe ne correspond pas au hash, eh ben, il ne me trouvera aucun record et il me dira non. Donc on crée ça, parfait. On va essayer de se sign up avec un user. Donc là, pour le coup, j'ai pas d'authentification. J'ai juste mon header qui me dit non, j'ai rien du tout d'ailleurs dans l'header. Non, j'ai rien. Je lui balance directement dans mon body que j'ai mon username qui s'appelle scope user, mon password c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon scope c'est celui que j'ai défini users, et ensuite namespace et compagnie. Donc là, quand je fais ça, il me dit OK, super. Il m'a généré un token. Il est très content. Et si j'essaie d'appeler le endpoint sign-in, eh ben, du coup, ça marchera pareil. Il me renverra un autre token. Donc ce token-là, je peux le récupérer dès que mon pad sera OK pour fonctionner. Tac. Pour vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans. Tac. Très peu de choses. Je vais juste avoir mes dates d'expiration, mon issuer, et je vais avoir une partie intéressante, c'est l'ID. Donc ce sera le record que j'ai remonté dans ma query qui s'appelle sign-in. Donc voilà pour cette partie authentification scope. La seule partie, là je vais aller essayer d'aller un peu plus vite, sinon je vais me faire engueuler. Quelque chose qui est très important, c'est que par défaut, quand on a un scope, on peut s'authentifier. Ici, si j'essaye d'utiliser l'API par défaut d'exposition des données, donc /key/ le nom de ma table, il me répond que tout va bien. Ah non, pardon, je ne suis pas sur le bon, excusez-moi. Tac, c'était ça que je voulais voir. Il me répond que tout va bien, il n'a rien trouvé, alors que je suis en train d'aller taper dans ma table speaker et je sais très bien qu'il y a des choses dedans. C'est parce que par défaut, les scopes n'ont aucune permission sur rien. Donc ils ont juste le droit d'aller taper d'envoyer une requête et il ne se passe rien. Il faut que je leur donne le droit. Donc par exemple ici, je lui dis, dans ma table speaker, je donne la permission de faire du select pour le scope user. Et une fois que je fais ça, si je réappelle exactement la même query, enfin non, là je vais un peu la même, pas la même, je vais chercher un record en particulier, c'était pas du tout le bon, je retourne là-dessus. Là, il va bien me remonter tous mes records. Voilà pour la démo. Je repasse vite fait sur mon slide pour faire une conclusion très rapide. On en est à la version 1.4 qui est sortie le 9 avril, donc ça bouge quand même pas mal. La performance, ça reste un sujet majeur pour eux, puisque c'est le nerf de la guerre. Je pense que c'est pas prêt pour de la prod encore, mais il faut rester quand même bien au courant de ce qu'ils font, parce que potentiellement, si tout marche bien comme ils veulent et comme ils ont mis dans leur liste au Père Noël, ça pourrait être un très gros acteur. J'ai mis en place une petite appli, si vous avez envie de tester pour faire de la performance.
Et comme il reste à peu près 6 secondes, eh ben, on est large. Si vous avez une question qui tient en 0 secondes, c'est parfait. Si vous n'avez pas de questions, c'est tout bon? Ok, très bien. Eh bien, merci à tous alors.